Bonjour à tous et je vous souhaite un joyeux Noël puisque nous sommes le 25 décembre. Donc vous avez dû déjà avoir plein de cadeaux, profiter surtout de ces moments en famille, même si la période n'est pas évidemment très facile à vivre, mais en tout cas on peut quand même partager des moments avec ses proches d'une façon ou d'une autre. Et je pense vraiment que c'est la gratitude, la bienveillance, l'amour qui feront la différence. Quoi vous dire d'autre? Je voulais donc vous faire profiter de cette émission que j'ai pu enregistrer sur Vive FM, avec Hervé pour l'heure du crème, à la place de ma chronique habituelle. Donc j'ai enregistré des contes et c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'année maintenant, puisque Hervé m'en a fait la demande. Voilà, donc vous savez tout et j'en suis très heureuse. Donc je réinterviendrai sur des contes en différentes périodes de l'année. Et puisque là nous sommes à Noël, donc j'ai le plaisir de vous proposer ces contes. Peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas et c'était un vrai plaisir. Alors évidemment vous pouvez les écouter, mais vous pouvez aussi, il y en a certains qui sont très bien pour les enfants. Vous pourrez aussi les faire écouter à vos enfants si cela vous dit. Et en tout cas, moi, ce que je vous dis là tout de suite, c'est continuer à passer de bonnes fêtes. Merci d'être là, fidèle à tout ce que je vous propose et continuez à mettre des j'aime, à me donner vos avis. Cela me permet aussi d'avancer, bien sûr. Et je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année. Voilà, merci beaucoup et tout de suite on passe au conte enregistré cette semaine. Merci à vous. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Un moment de connexion comme je les aime. Aie confiance en ton pouvoir intérieur. Il est bien plus grand que ta pétoncle. Retrouve ta connexion. Tu n'as plus à tenir le rôle de transformateur des peurs de l'univers. Touche ton centre de pouvoir, ton plexus solaire, caresse-le, ressens-le. Tu n'as plus de recevoir les pleurs. Demande-lui dorénavant de recevoir l'amour des univers. Inverse le tout, emploie ton pouvoir, utilise ton mental à d'autres fins que celle d'alimenter la souffrance. Invitation par mon ami Richard Chéniaud. L'amour est la lumière de l'âme, et chaque jour notre cœur s'enflamme quand notre être nous invite à renaître. Il est doux et bon de se laisser submerger par cet amour infini, guide de la vie pour que notre humanité vive de belles émotions. L'âme ouvre, et la lumière de l'âme, et pour toujours dans ton cœur brûle cette flamme. Ressens cette belle énergie, mets ta main entre les seins, en toi palpite la vie. Je t'invite à le recevoir, pas besoin de croire, juste expérimenter. Cet amour envoyé avec mon cœur, doux messager dans le silence et l'humilité. Avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. La petite fille aux allumettes d'Andersen. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passaient. Elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait en portant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée.
Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était. Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme se teignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois, à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compotes de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement et avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleur. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri et qui était morte, il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette, une grande clarté se répandit, et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi. Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Ou peut-être avec les anges, au paradis, ou tout autre endroit qui vous plaira. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa main toute raidie les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ?» D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère,
la plus douce félicité. Avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Le bon géant par J. Blairet. Le royaume des Amarantes jaunes était gouverné par un bon roi qui faisait le bonheur de ses sujets. Nous n'avons trouvé nulle part le nom de ce roi et la situation de ce royaume parce que, comme le dit une vieille chanson, les rois heureux n'ont pas d'histoire. La capitale de cet heureux pays était située au pied d'une montagne. De l'autre côté de cette montagne habitait un géant qui avait 14 pieds de hauteur. Il demeurait dans une grotte que la nature avait creusée et qu'il avait agrandie. Il en avait fait un séjour très confortable qui valait bien en son genre le palais du roi. Ce géant était un brave homme comme le sont la plupart des hommes qui sont de grande taille. Il avait toutefois un petit défaut. Il était misanthrope, c'est-à-dire qu'il détestait l'espèce humaine. Il était trop honnête pour lui faire du mal, mais la détestait trop pour lui faire du bien. Mais me demanderez-vous, quel bien aurait-il pu faire à ses voisins du royaume des Amarantes jaunes? Avez-vous donc oublié les mémorables exploits de Gulliver chez les petits hommes de Lilliput? Comment il ramena et rapporta un jour la flotte des Brodes d'Ignaqua? Comment il sauva le roi de Lilliput qui allait être dévoré par une bête féroce? D'ailleurs, un poète des plus célèbres dont j'ai aussi oublié le nom, n'a-t-il pas dit « L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux ». En temps ordinaire, le géant ne donnait d'autres preuves de son humeur solitaire que sa solitude même. Si on lui parlait, il vous tournait le dos. Si on allait le voir, il s'enfermait chez lui. Et si on frappait à sa porte, il répondait d'une voix à fendre les vitres et à faire tomber une pile d'assiettes. « Je n'y suis pas !» On voyait bien qu'il y était, mais c'était justement là une raison pour ne pas insister. Après tout, on ne sait pas, un géant peut casser un homme en deux rien qu'en plaisantant avec lui. Que serait-ce s'il se met en colère? Mais chaque année, aux environs de Noël, la mauvaise humeur du géant prenait un caractère aigu. Le vent lui apportait sous forme d'émanations odorantes un spécimen de toutes les bonnes choses qui se préparaient en ville pour fêter Noël, et chacune de ces émanations lui donnait un accès de colère. Bref, de peur de faire des sottises irréparables à cette époque, il avait l'habitude d'aller faire un tour dans son pays, et il y est resté 8 jours. Cette année, c'est-à-dire en 10 845 avant notre ère, vous voyez que ce n'est pas d'hier, hein. Et le 20 décembre, le géant était occupé à faire sa malle qu'il devait ensuite porter lui-même au chemin de fer. Mais, monsieur le conteur, il n'y avait pas de chemin de fer en ce temps-là. Il y en avait au royaume des Amarantes jaunes. D'abord, dans un pays où il y a un homme de 15 pieds, les chemins de fer ne sont nullement une merveille. Si vous m'interrompez toujours, je fais comme le géant. Je boucle ma malle qui est pleine de comptes. Et je vais passer 8 jours dans ma famille après avoir écrit sur ma porte la suite au prochain numéro. Monsieur le conteur, nous vous promettons d'écouter sans faire d'objection. C'est bien. Alors je continue. Le roi, qui était aimé de tout le monde, était fort vexé de cette conduite du géant. Il se disait « Il n'est pas dans tout mon royaume un seul moutard qui ne m'apporte ses souhaits et son présent de Noël, et qui ne reçoive de moi un souvenir. Il n'y a que cette espèce d'ogre, mais il n'aura pas le dernier mot. Je ne veux pas lui déclarer la guerre, car toute ma poudre a été dépensée au 14 juillet pour tirer le feu d'artifice. Tous mes canons ont été plantés dans le sol pour faire des grilles autour des monuments. Et mes soldats ont tous été versés dans le régiment des pompiers. Mais à défaut de la force, il me reste la ruse. À moi, Machiavel, à moi tous les grands trompeurs qui ont dupé l'univers. Monsieur le conteur, il nous semble que Machiavel était de Florence et qu'il vivait au XVIe siècle.
Sans doute. Il y a eu des Machiavel à toutes les époques, et aussi bien 100 siècles avant notre ère que 16 siècles après. Il y en aura toujours, d'ailleurs, si vous tenez à la fin de mon histoire. Écoutez-la jusqu'au bout. Aussitôt, le roi lança une proclamation, par laquelle il promettait à l'homme qui réussirait à mener le géant autant d'or qu'il pourrait emporter. Un petit savetier seul fut tenté par cette promesse. Il alla trouver le géant qui était en train de mettre ses bottes. Au moment de chausser celle du pied gauche, il l'examina et reconnut que le talon en était tordu et la semelle percée. Le petit savetier lui offrit ses services. « Tu viens au bon moment, dit le géant au savetier. Je pars demain, fais-moi une paire de bottes. »« Mais non, ne me la fais pas, jamais elle ne sera prête. » « Monseigneur, dit le savetier, vous ignorez mes rares talents, je suis capable de faire ce que vous me demandez, mais vous me le paierez sa valeur. »« Allons, dis ton prix. »« Eh bien, monseigneur, si je vous fais vos bottes pour demain, vous consentirez à venir passer un jour ou l'autre et les fêtes de Noël chez le roi des Amarantes jaunes. »« Cela demande réflexion. Enfin, pourvu que ce ne soit pas le jour même de Noël, c'est entendu. Mets-toi à l'ouvrage. Si tu veux travailler ici, tu trouveras du cuir et les outils. » Et le petit savetier se mit à la besogne. Le savetier, comme nous l'avons dit, était habile, mais encore plus vantard qu'habile. Et comme il n'avait point l'habitude de faire une paire de bottes en 24 heures, et encore moins celle de chausser en secours délai des hommes de 14 pieds de haut, il fit ce qu'on fait quand on se dépêche trop. Il apporta la paire de bottes finie, mais mal faite. Quand le géant voulut la mettre, l'une des bottes était si étroite qu'il la fendit du haut en bas. L'autre était si large qu'il eût pu aisément y mettre les deux jambes ensemble et s'en aller dans son pays à cloche-pied. Mais au lieu de voyager de cette manière, il préféra se mettre en colère et apostropha le petit savetier. « Savetier de 4 sous, commença-t-il. » Le savetier n'en voulut pas entendre davantage. Il se sauva à toutes jambes, et comme il était mieux chaussé que ne le prétend le proverbe, il ne fut pas longtemps à se mettre hors de portée du géant. D'ailleurs, celui-ci, qui était une bonne patte d'homme, n'avait d'autre but que de faire peur au prétentieux Crépin. L'artiste en vieux souliers revint donc bredouille. Et c'est mademoiselle Lilette qui fut la plus heureuse. Elle prit le temps de se rendre auprès du géant, qui avait fermé sa porte, après avoir écrit dessus « Je n'y suis pour personne ». Elle frappa, il ouvrit avec la ferme résolution d'aplatir l'intrus qui se permettait de venir l'ennuyer. Il ne vit pas cet intrus. Mademoiselle Lilette n'avait que 2 pieds de hauteur. Il est vrai qu'elle n'en était que plus gentille. Le géant eut beaucoup de peine à l'apercevoir. Cela fait, il la prit doucement, l'approcha de sa grande barbe, et d'une voix capable de faire tourner un moulin, bien qu'il cherchât à l'adoucir pour ne pas effrayer l'enfant, il lui demanda « Qu'est-ce que tu veux, ma petite ?»« Je veux, dit-elle, que tu viennes chez nous. Ça sera bien joli et mon papa m'a dit que si je t'amenais, le roi me donnerait un plein panier. Oui, plein panier d'écus. Mon papa n'est pas riche et maman non plus. » Le géant se grattait le bout du nez. Il était déjà à moitié décidé. « Veux-tu venir, dis ?» demanda l'enfant de sa voix la plus câline. « Allons, c'est dit. Tant pis, j'y vais, s'écria-t-il. En route, mauvaise troupe !» Ayant mis l'enfant dans la poche de sa pelisse chaudement fourrée, ayant pris ses gros gants de laine et son bâton, le géant se mit en marche pour aller passer la fête de Noël au royaume des Amarantes jaunes.